Audio Jungle. Week-end festif et de sacre en Bundesliga. Le Bayern Munich s'offre le classiqueur et le titre. Le Paris Saint-Germain lui soulève son 10e hexagone, devançant au passage au palmarès l'Olympique de Marseille, son rival historique. Retour sur une saison de succès pour les Munichois et Franciliens. Ça sent la crise au Barça. Scénario du mano à mano en Première Ligue et en Serie A. La C1 aborde les rencontres allées des demi-finales à suivre en semaine. Citizens et Merengue, puis Reds et Sous-Marin Jaune attendus cette semaine. On en parle dans Plateau Foot Europe. La libre antenne pour vous, chers auditeurs et internautes. Vous connaissez les numéros d'appel depuis plusieurs années déjà. 92 03 60 31 97 24 26 26 à votre disposition pour nous rejoindre dans l'émission. Franck Nounyama et Joël Ayi nous accompagnent pour ce nouveau rendez-vous sur la radio du sport par excellence. Et l'homme à devant, lui, est la réalisation en vidéo, console technique gérée par Théo Ajavon. Plateau Foot Europe numéro 729. Je suis Angelo Folikwe. Salut sportif à toutes et tous. Bienvenue. Nous allons d'abord dire bonjour à Franck Nounyama. Guten Morgen, Franck. Morgen, Angelo. Bonjour auditeurs, bonjour auditrices. Voilà, on est là. Le week-end bien passé. Oui, en général. On s'est mis un peu au repos et puis voilà, donc on démarre bien. Ça n'a pas été de tout repos pour le Bayern. On en parle dans quelques secondes. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne, et nous y sommes. Franck Nounyama, c'est quoi la principale information? La principale information, c'est le 10e titre d'affilée du Bayern de Munich. Ah, voilà qui est dit. Et le classiqueur, on pourra dire que oui, ça a servi au Bayern de s'offrir encore un classiqueur qui a, on pourra dire, de la valeur pour ce groupe munichois. Justement, ça fait plusieurs années que le Bayern de Munich domine la Bundesliga et puis surtout le classiqueur. On sait que depuis un bon bout de temps déjà, c'est le Bayern et puis le Borussia Dortmund qui constituent un peu, on va dire, les têtes de série de ce championnat. Et quand il y a, on va dire, ce classiqueur, ce match entre le Bayern et puis le Borussia Dortmund, vraiment ça suscite beaucoup, on va dire, d'envie, de détermination des deux côtés. Voilà, sur le match de ce dimanche, on va dire que c'est un match, s'il y a victoire, qui permettait au Bayern d'avoir ou bien de gagner sa 10e couronne d'affilée dans la Bundesliga, la 32e dans l'histoire de la Bundesliga. Et puis de l'autre côté, lorsque le Borussia gagne, ça va retarder un tout petit peu ce titre parce qu'on sait que n'importe comment ça va être fait. À l'arrivée, donc, c'est 3-1, un but, on va dire, de Gnabry, de Lewandowski et puis du jeune Musiala et puis un but sur penalty de Emre Can. Donc, c'était important pour le Bayern de pouvoir gagner très rapidement et puis de penser à autre chose. Ce qui est clair, vous l'avez dit, le Bayern qui est la 10e fois de suite champion d'Allemagne. Ça fait quoi, la 32e fois dans l'histoire du club bavarois. C'est quand même incroyable, cette suprématie, cette hégémonie bavaroise. Oui, cette hégémonie bavaroise, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Bayern, dans son organisation, dans ses structures, reste, on va dire, un club bien organisé, bien affûté, qui domine le championnat depuis très longtemps. Lorsqu'on fait le parcours de la Bundesliga, on le voit clairement, vous l'avez dit, c'est la 32e fois dans l'histoire de la Bundesliga ou bien dans l'histoire de ce club d'être sacré champion de la compétition. Donc, c'est l'organisation, la rigueur qui tourne autour de cette équipe qui permet, on va dire, cette performance. On parle de ce sacre du Bayern Munich à l'arrivée. C'est vrai que le sacre a été obtenu à 4 journées. Non, à 3 journées de la fin. Voilà. Ce Bayern également a connu quelques déconvenues en championnat. Quand on jette un coup d'œil au stade, je pense que ça fait 4 défaites sur l'ensemble de la saison. Est-ce que c'était attendu, même si c'était Julian Nagelsmann aux commandes? Oui, on sait qu'après Hansi Flick, Julian Nagelsmann a pris les commandes de cette équipe. Et il a voulu tout de suite apporter du nouveau. Avec Hansi Flick, on savait, le Bayern était super puissant et gagnait tout. Avec Nagelsmann,
Nagelsmann, un entraîneur jeune qui vraiment a de la qualité, a du talent également. Il y a quelques petits changements. Oui. Voilà, surtout tactique. Tactique surtout. Depuis son arrivée, il n'a pas réussi à mettre en place, on va dire, un système tactique figé. Il change tous les jours. Parfois, c'est 4 défenseurs, c'est 3, un 3-4-2-1, un 4-2-3-1, voilà. un 4-3-3. Ce n'est pas forcément stable à ce niveau. Donc, il y a eu quelques petits problèmes pour le Bayern qui a perdu des matchs. On s'y attendait un tout petit peu parce que c'est très difficile de faire une saison sans défaite. Donc, on s'y attendait un tout petit peu. Vous l'avez dit, hein, c'est aussi rare de faire toute une saison sans défaite, même si on fait un petit crochet du côté d'Angleterre. Entre-temps, Arsenal a été invincible durant toute une saison en soulevant le trophée de champion. Alors, ce titre gagné par le Bayern, ça fait le 32e dans l'histoire de ce club-là. Aujourd'hui, apparemment, depuis 2011-2012, aucune équipe n'arrive à barrer la route aux Bavarois. Aucune équipe n'arrive à barrer la route aux Bavarois, c'est vrai, parce que cette équipe, on l'a dit, a une, on va dire, gestion, j'allais dire, fluide, une gestion rigoureuse au niveau de l'administration, au niveau des finances. Le Bayern ne fait pas forcément des folies, mais va chercher des joueurs intéressants, des joueurs qui sont bons dans les clubs adverses pour peut-être diminuer, on va dire, la force de frappe de ces clubs-là. C'est aussi une stratégie. C'est une stratégie. On voit par exemple le cas avec le Borussia Dortmund. Le Bayern est allé chercher le meilleur buteur là-bas, Lewandowski. Il y a eu d'autres cas. Regardez la dernière fois le départ de Nagelsmann de Leipzig. On a fait venir Upamecano, on a fait venir Sabitzer. Donc ça fait un club qui a de l'ambition et qui gère forcément bien ses finances, qui ne fait pas forcément de folie et qui garde très longtemps des joueurs qui sont bons, qui fait tout pour les garder. On voit le cas j'allais dire, du français. Kingsley Coman, Tolisso, qui ont pris du temps à s'intégrer dans la philosophie, dans la politique du Bayern. Et puis avant eux, il y avait Franck Ribéry qui a fait de très longues années. Lizarazu, Willy Sagnol. Donc c'est un club qui arrive quand même à garder ses meilleurs joueurs sur plusieurs saisons, sur plusieurs années. Voilà, donc ce qui fait quelque part la force de cette équipe du Bayern. Parlons vrai concernant toujours cette équipe du Bayern Munich. Si cette année ou bien si il y a 2 ans cette équipe ne remportait pas le championnat, ça ferait également beaucoup d'écho, n'est-ce pas, dans la presse. Oui, chaque année le Bayern veut tout gagner, gagner le Meisterschale, gagner la Ligue des Champions, gagner tout ce qu'il y a comme trophée. Malheureusement, le hic cette année, c'est que l'équipe a été éliminée, on va dire en quart de finale de la Ligue européenne des champions. Ça fait la 2e année consécutive. Au niveau de la direction, on n'accepte pas ça. Peut-être ça peut constituer la tache noire sur le parcours de Nagelsmann. Je ne sais pas si avec ce titre, il sera pardonné, mais chaque année, il faut savoir, le Bayern veut tout gagner. On rappelle que Nagelsmann a eu une grosse douche de bière juste en soulevant justement le Chaleux. Franck Lugnaman, on va parler de Eric Maxime Choupo-Moting. C'est l'un des Africains du groupe bavarois à remporter un 2e titre de suite avec cette équipe du Bayern Munich. Quoi qu'on dise, même s'il n'est pas aussi influent, décisif, c'est un joueur qui compte pour Nagelsmann, apparemment. Ça compte, sinon on ne l'aurait pas fait venir ou bien on ne l'aurait pas gardé. Je pense que c'est un joker souvent. Lorsque ça ne va pas, parfois on le fait rentrer pour soutenir Robert Lewandowski. Son problème, c'est que devant, il y a des joueurs intéressants comme les Gnabry, comme Lewandowski, comme les Kingsley Coman, même s'ils ne sont pas des attaquants naturels. C'est des joueurs qui apportent, on va dire, offensivement du côté du Bayern de Munich, dans l'effectif du Bayern de Munich. Donc, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais le fait pour lui d'évoluer, on va dire, au sein de cet effectif et qui a souvent l'occasion de rentrer dans les matchs et de faire la différence, mais c'est très important pour lui en tant qu'Africain de gagner 2 titres de suite. Eric Maxime Choupo-Moting, l'ancien du Paris Saint-Germain de Mayence également. Il a quand même marqué 4 buts durant la saison, même si ce n'est pas aussi prodigieux, mais il faut quand même le souligner. Il reste l'un des Africains à soulever le Chaleux avec le Bayern Munich. Avant d'évoquer le cas de Robert Lewandowski, l'un des joueurs performants de cette équipe du Bayern, évoquons le cas de Jamal Musiala. 5 buts marqués, lui aussi c'est un jeune qui est en train de
d'arriver là. Un jeune qui est en train de prendre du galon. Oui. C'est un jeune intéressant qui sait, j'allais dire, dribbler, qui sait faire la différence, surtout dans les petits périmètres. Exactement. Il est très intéressant, très technique. Voilà d'ailleurs pourquoi il fait partie quelque part des hommes de confiance de Nagelsmann, même sous Hansi Flick, il joue beaucoup de matchs. Exactement. Je pense qu'à 18 ans, jouer à ce niveau, c'est déjà important, c'est très bien pour lui et il le fait si bien. Et la preuve sur ce classiqueur, il marque le 3e but qui libère totalement le Bayern. Parlons également du cas de Thomas Müller cette saison. 7 buts marqués, mais on ne l'a pas senti impliqué dans le jeu du Bayern. Dans le jeu du Bayern. Le poids de l'âge. Le poids de l'âge aussi, c'est quelqu'un qui prend de l'âge. Il est là depuis plusieurs années, depuis plusieurs saisons, tant en équipe nationale, même s'il y a eu, on va dire, un petit problème avec Joachim Löw, et puis après un retour. Je pense que c'est un joueur, c'est comme un meuble, on va dire, au niveau du Bayern de Munich. Dans le salon, on ne bouge pas beaucoup, même si cette saison, il n'est pas, on va dire, aussi performant que les autres saisons. C'est un joueur qui reste important pour le groupe. C'est un leader, on va dire, sur le terrain. Cette passe décisive, contrairement à la saison dernière où il est arrivé à 23 passes décisives, 16 buts. Donc je pense que voilà, et ça peut arriver dans la vie d'un joueur. Une saison, on va dire, un peu en dents de scie. Il connaît ça. Et puis le poids de l'âge, vous l'avez dit. 32 ans. 32 ans. Bon. Il prend de l'âge et on ne peut pas lui demander de faire comme s'il y a, on va dire, 10 ans. 32 ans seulement, mais on a l'impression qu'il joue depuis 20 ans, voire 25 ans. Il est tellement présent, omniprésent du côté du Bayern et de la Mannschaft. Thomas Müller. Évoquons maintenant Robert Lewandowski. Ça lui fait déjà 33 buts marqués cette saison, 5 pénaltys. Bon, il n'a pas l'habitude en tout cas de transformer les pénaltys, mais il est beaucoup plus efficace dans le jeu. C'est le facteur X du Bayern. Le facteur X, c'est lui qui fait la différence, c'est le tueur. Il suffit, on va dire, d'une demi-occasion pour faire la différence. Voilà d'ailleurs pourquoi beaucoup de clubs courent derrière lui. Et Robert, il semblerait qu'il n'a pas encore prolongé avec le Bayern. Il n'a pas encore prolongé. Je pense qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Il a tellement donné au Bayern, chaque fois meilleur buteur. Il n'y a personne qui puisse, on va dire, le concurrencer. C'est vrai, Erling Haaland a essayé, mais il a dit, dès que je marque, le monsieur marque 2 fois, donc c'est impossible d'aller le chercher. Donc c'est un joueur important, c'est un joueur intéressant. Maintenant, voilà, il a eu des occasions de gagner des titres, des trophées qu'il n'a pas, surtout le Ballon d'Or. Et je suis sûr que ça va lui rester au travers de la gorge parce que ce n'est plus sûr qu'il gagne le trophée qui vient. Au-delà de ça, c'est un joueur important, un joueur incontournable dans l'effectif du Bayern de Munich, même si aujourd'hui on parle du Paris Saint-Germain, on parle du Barça et d'autres clubs qui sont derrière lui. En tout cas, pour l'instant, le torchon brûle plus ou moins entre Robert Lewandowski et la direction du Bayern. Le joueur a envie de partir. On nous annonce qu'il y aura bientôt une réunion entre le board bavarois et puis le joueur international polonais. Et on verra exactement si la situation va évoluer ou pas. Franck Lunyama, avant que vous nous donniez d'autres informations, on va également parler de cet écart de titres entre le Bayern et les autres. Le Bayern, ça fait quoi? 32 titres. 32 titres. Celui qui suit, c'est Nuremberg, 9 titres. Et Dortmund, 8 titres seulement soulevés. Comment vous expliquez cet écart abyssal entre le Bayern et les autres? Ça veut dire tout simplement que le club est régulier, le club est rigoureux dans sa gestion, le club est efficace à tous les niveaux, on l'a dit. C'est un club n'est-ce pas une dictature sportive qui existe là-bas? On peut le dire, mais bon, c'est qu'ils se donnent les moyens d'aller chercher les titres. Les autres, ils sont là, c'est vrai, ils ont cette envie, ils ont cette détermination, mais à l'arrivée, il leur manque quelque chose. La régularité du Bayern, la puissance du Bayern, parfois, voilà, les étouffe. Ils sont là, vous l'avez dit, 32 titres pour le Bayern. Celui qui ici, c'est Nuremberg, 9. Et puis le Borussia Dortmund, l'écart est abyssal. Donc je pense aujourd'hui que c'est le sérieux, la gestion rigoureuse qui fait du Bayern, ou bien qui font du Bayern ce club difficile à battre, difficile à surmonter. Le FC Hollywood, en tout cas, qui reste le club figure de proue du championnat d'Allemagne ou bien de l'Allemagne tout entière et même en Europe et à travers le monde entier. C'est un club super connu, le Bayern Munich. Franck, d'autres informations pour ce sacre avant de passer à autre chose? Oui, on va dire tout simplement que ça fait le 10e titre d'affilée, on l'a dit, et dans les majeurs, personne n'a fait
fait mieux. C'est un record tout simplement pour le Bayern de Munich qui est sacré à 3 journées de la fin de la compétition. Donc avec 12 points sur le Borussia Dortmund, même si le Bayern perdait les 3 matchs qui restent et que le Borussia Dortmund gagne, ça ne peut pas combler le trou. Donc voilà pourquoi cette équipe a été sacrée après cette 31e journée. Et puis, au niveau des statistiques, ça fait 46 matchs au total, 27 victoires pour le Bayern, 12 pour le Borussia Dortmund, 7 matchs nuls, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de surprise sur ces classiqueurs. C'était un peu logique, c'était attendu. Même s'il n'y a pas eu un festival de buts. Docker aurait attendu 5 buts, par exemple, pour le Bayern. Mais bon, il y a eu quand même des occasions également pour le Borussia Dortmund. On eût été des ratés de Haaland ou d'autres joueurs qui n'ont pas su trouver le cadre face au géantissime Manuel Neuer. On va parler de Leipzig, qui a également joué, tout comme Offenheim, dit Las Bebou. Voilà, le Leipzig qui a joué, c'est un coup d'arrêt pour le club de Christopher Nkunku. Ils ont perdu à domicile face à l'Union Berlin. C'est une surprise. C'est une surprise, mais disons quand même que l'Union Berlin, depuis un bon bout de temps, progresse. C'est vrai que il n'y a pas longtemps qu'ils sont arrivés en Bundesliga, mais ils font bien les choses. Ils sont solidaires d'ailleurs, et voilà, ils sont allés chercher les 3 points sur les installations de Leipzig. Et puis Offenheim également n'a pu gagner. C'est un match nul, un point ramené en déplacement chez Francfort, 2 buts partout. Et lorsqu'on prend un peu le Hertha Berlin, l'autre club de Berlin, qui s'est donné un souffle en dominant Stuttgart 2-0. C'est bon à prendre. Voilà, c'est très bon à prendre. Et puis Bochum, le promu qui a perdu à domicile face à Augsbourg, 0 but contre 2. On parlera de ce 3-partout entre Fribourg et Mönchengladbach. C'est une avalanche de buts. Cologne qui bat Arminia Bielefeld 3-1. Et puis un résultat qui n'est pas surprenant. Götterfurt, le plus mauvais élève de la classe, qui perd à domicile devant le Bayer Leverkusen. 1 but contre 4. Wolfsburg et puis Mayence, ça c'était pour ouvrir la 31e journée. C'était vendredi et Wolfsburg qui a corrigé Mayence 5-0. Voilà qui est dit en ce qui concerne les résultats de la 31e levée de Bundesliga. Il reste encore 3 journées. Le championnat n'est pas encore terminé. On verra les records qui vont être battus d'ici la fin de l'exercice. On rappelle que Offenheim, alors nous parlons, est 8e. Très très loin pour l'instant des places européennes. Attention, il faut que Offenheim se relève afin pourquoi pas d'accrocher une place en Europe pendant ce temps. Salut Joël Haï, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau et surtout aux auditeurs et des excuses pour ce petit regard. Heureusement vous nous avez pas placé un gros lapin, voilà. Alors un mot sur ce sacre encore une fois du Bayern Munich, vous qui êtes observateur du foot européen, que dites-vous là-dessus? Oui, Franck a déjà tout dit, Bayern naturellement. Bon, si Franck a tout dit, on va retirer les micros alors. C'est bon, on va continuer sans vous. Non, c'est juste pour vous chambrer, allez-y. Non, sinon le Bayern a déjà, c'était déjà clair que le Bayern allait prendre. Depuis le début de saison, mais le Bayern a eu des difficultés, Joël Haï. Même quand Bayern a des difficultés, attendez-vous qu'à la fin de la saison, vous verrez Bayern sur le podium. Ah, d'accord. Soit sur la première marche ou la deuxième. Parce que c'est une institution très exigeante en termes de compétition. D'accord. Franck le disait tout à l'heure. Et aussi ambitieux. Gagner. Très ambitieux. Et en plus, la stratégie du Bayern, ça paye toujours jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous appréciez dans leur façon de gérer managériale? Oui, c'est le recrutement. Le recrutement. Parce qu'ils font des recrutements très stratégiques. Ils observent les équipes concurrentes et ils prennent le meilleur joueur pour renforcer leur effectif, pour les affaiblir, et ils sont toujours devant. Donc c'est stratégique. Ça marche toujours. Ils ne font pas de folie en termes de transfert. Défense, et ils arrivent toujours financières. à conserver leurs joueurs aussi longtemps possible. Ça permet à cette équipe d'avoir une base solide pour affronter tous les nouveaux adversaires qui viennent nous. Dites-vous que les meilleurs joueurs que vous avez vus cette saison en Bundesliga, vous les retrouverez au moins à 50% au Bayern de la saison prochaine. Il n'y a rien à dire. En tout cas, on suivra tout ça toujours avec les yeux soutenus de Franck Lunyama, le spécialiste de la Bundesliga. Dankeschön, Herr Lunyama. On se retrouve vendredi pour la suite de ce championnat intéressant qu'est la Bundesliga. Un autre championnat où il y a eu du sacre et du champagne. C'est parti. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1.
l'Allemagne et la France, c'est deux pays qui s'aiment beaucoup, hein, entre, voilà, à l'époque, Gerhard Schröder et puis que ce soit Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron et qui déjà, le chancelier Scholz, c'est ça? Oui, ce sont les deux amis, hein, les deux pays qui nous intéressent en matière de majeur. La Ligue 1 avec le sacre du Paris Saint-Germain. Là aussi, il n'y avait pas de surprise depuis le début de saison? Non, naturellement, on savait que le PSG allait encore dominer, surtout avec cet effectif qu'ils ont. C'était prévisible qu'ils raflent tout en France. Malheureusement, c'est seulement le championnat qu'ils ont eu. Et la Coupe de France est passée à gauche. Parce qu'on savait déjà qu'avec les joueurs qu'ils ont individuellement, ils étaient au-dessus de tout le monde. Ils pouvaient tout gagner. Bon, ça n'a pas toujours pris, mais ils ont gagné quand même le championnat, qu'eux-mêmes ils nomment un titre sans saveur. Un titre sans saveur, justement. On parle de cette équipe du Paris Saint-Germain, Franck Ndouyama. Là aussi, on a l'impression que désormais, on doit s'habituer à ça, même si la saison dernière, c'était Lille qui était sacré champion. Oui, avec les moyens que dégage désormais le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Oui. On savait que oui, ils ont les meilleurs joueurs, ils ont des joueurs de très très haut niveau comme Neymar, comme Mbappé, comme Di Maria, comme Messi qui vient d'arriver et puis comme d'autres. Donc, il n'y avait pas, on va dire, forcément d'opposition en face, mais le Paris Saint-Germain n'est plus attendu au niveau du championnat, c'est plutôt au niveau de l'Europe. Voilà d'ailleurs pourquoi on dit que c'est un titre sans saveur. Mais Franck, il faut également arriver à gagner à domicile pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Justement, il faut gagner, mais avec le niveau du Paris Saint-Germain et les joueurs dont ils disposent aujourd'hui, les supporters estiment que oui, le Paris Saint-Germain doit être plus fort sur l'échiquier européen parce qu'on se dit, dès le coup d'envoi de la saison, c'est le Paris Saint-Germain, même s'il y a eu, on va dire, ce trou en 2017 avec Monaco qui prend, et la saison dernière avec Lille, le Paris Saint-Germain, normalement, doit tout gagner. Maintenant, ce n'est pas le cas. Et les supporters ont décidé, après la victoire, le match nul contre Lens de la dernière fois, d'aller fêter sans les joueurs. Ce 10e titre au-delà, c'est que le Paris Saint-Germain égale le record de Saint-Etienne. Ça aussi, c'est quand même à souligner. C'est important, c'est important de le souligner. Quoi qu'on dise, c'est un titre à célébrer. Maintenant, le Paris Saint-Germain doit savoir que ce qu'on attend de lui maintenant, c'est d'aller gagner la Ligue européenne des champions, c'est de s'imposer sur l'échiquier européen, non à domicile. Vous le dites si bien, le PSG est très attendu au niveau européen. On rappelle, Franck, quand même que depuis l'arrivée des Qataris, le PSG a disputé une finale de Ligue des Champions et 2 demi-finales. Et ne gagne pas la Ligue des Champions qui veut. C'est vrai, ne gagne pas la Ligue des Champions qui veut. Maintenant, on sait aussi que lorsque Abramovich est arrivé au niveau de Chelsea, il a fallu quand même 7-8 ans pour gagner la Ligue européenne des champions avec tous les moyens qu'il a mis. Le Paris Saint-Germain essaie de faire la même chose aujourd'hui, mais j'ai comme l'impression qu'on ne fait pas confiance aux entraîneurs qui viennent. On ne met pas forcément la stabilité, ce qui ne permet pas à cette équipe d'être Vous les sentez solide. Trop pressés, les dirigeants? Oui, trop pressés d'aller chercher ce titre, et puis on donne trop, j'allais dire, de pouvoir aux joueurs. Les joueurs qui font pratiquement ce qu'ils veulent. Il y a des joueurs qui peuvent aller voir le président. Oui, moi j'ai envie d'aller faire un tour chez moi. Et puis voilà, l'entraîneur n'a pas de pouvoir comme il le faut. Donc tout ça, ça ne permet pas au Paris Saint-Germain de pouvoir gagner. C'est vrai, il y a beaucoup d'argent. Et la sortie la dernière fois de l'ancien capitaine de cette équipe, je parlais du défenseur brésilien. Brésilien, non pas Marquinhos. Qui est à Chelsea actuellement. Thiago Silva, qui dit l'argent ne fait pas forcément tout. Voilà, il l'a dit après l'élimination du Paris Saint-Germain face au Real la dernière fois. Donc, il manque un petit truc pour permettre à cette équipe de gagner la Ligue des Champions avec tous les investissements mis par, on va dire, les Qataris. Je pense qu'il va falloir aller chercher quelque chose. Et quand j'écoute le directeur sportif qui dit la dernière fois que j'ai dû faire des erreurs, je ne sais pas trop à quel niveau, mais bon, on doit pouvoir laisser le temps aux entraîneurs de faire le travail. On a vu le cas avec Emery, qui est parti, qui allait gagner la Ligue Europa. On a vu le cas avec Thomas Tuchel, qu'on a chassé pratiquement, qui allait gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Donc, on est trop pressé. Il faut une certaine stabilité, surtout au niveau staff technique, au niveau gestion de toutes ces stars-là pour aller chercher la Ligue des Champions. Dans l'analyse épicée, en tout cas, de Franck tout à l'heure, il a sorti le générique trop pressé. Est-ce que c'est parce qu'on a autant d'argent
tellement qu'on a tout de suite envie de faire comme les autres, d'avoir peut-être le palmarès du Real Madrid avec 13 Ligues des Champions. Oui, malheureusement, c'est ce que le PSG est en train de nous monter avec les Qataris. Ils pensent que quand on a les moyens, on peut rivaliser tout de suite avec les équipes, les grands clubs qui existent déjà. Et la Ligue des Champions ne s'achète pas aussi. Malheureusement, c'est ça. Parce que moi, je conclus tout simplement tout ce que Franck a dit. La conclusion générale, c'est que le PSG aujourd'hui est un bon club. Mais le PSG n'est pas encore un grand club. Parce que être un bon club, c'est avoir des bons joueurs, être compétitif dans les compétitions. D'avoir un état d'esprit. Il y a tout ça là qui rentre en jeu. Mais être un grand club, c'est avoir un vécu, une histoire. Et être capable de construire. Le Paris Saint-Germain n'a pas d'histoire? Quand je parle d'histoire, c'est... Ils ont 10 titres de champion 10 titres de France. Champion. Bon. Mieux que l'Olympique de Marseille. Je ne veux pas être vulgaire. Je veux juste répéter ce que... Si je dois répéter ce que Evra a dit, bon, c'est mal à Louis. Oui, c'est pas du tout bien. Il parle des titres de bouffons, de merde. Oh là là. Mais c'est un titre national. Oui, un titre national, mais on n'attend pas, Franck l'a dit, on n'attend pas le PSG en France. C'est sur l'échiquier européen. Et aujourd'hui, ils mettent les moyens, pensant qu'avec les moyens, ils peuvent tout avoir, mais ils ne sont pas patients. Mais Joël Haï, la qualité des grands clubs, c'est d'être patient, se construire sur une durée donnée pour maintenir une certaine hégémonie au haut niveau. Vous dites que le Paris Saint-Germain est un bon club, pas un grand club. Pas encore. Mais votre club de cœur, Manchester United, a galéré plusieurs années avant de gagner la Ligue des Champions, mais a mis beaucoup de moyens également pour y arriver. Oui, pour y arriver, ils ont été patients. C'est ça la différence. Ils ont été patients. Regardez le nombre d'années que... Mais les Parisiens en ont marre de pouvoir perdre tout le temps. Ils ont raison d'être ambitieux, n'est-ce pas? Être ambitieux et être patient, c'est pas la même chose. Être ambitieux, c'est normal. Tout le monde est ambitieux, je peux le dire. Vous pensez? Tout le monde l'est. Greuther Fürth en Allemagne également est ambitieux. Son ambition, c'est de maintenir... Bordeaux est ambitieux en Ligue 1. Voilà, son ambition aussi, c'est de rester en première division. Pourquoi pas? Voilà. Malheureusement, les moyens, ils sont pas forcément de tous les côtés, mais franchement, il faut un travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, justement, sur ce quelque chose-là, qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain? Voilà, moi, je reconnais pas dans le discours de Leonardo la dernière fois, je ne l'ai jamais vu comme ça, moi, personnellement, parce que c'est un monsieur très hautain. Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, qu'il était très humble la dernière fois. Il était très humble la dernière fois. Vous pensez que son poste est menacé? Pas menacé, mais c'est pratiquement perdu, selon moi. C'est pratiquement perdu. Parce que quand lui-même, il dit ouvertement qu'il reconnaît avoir fait des erreurs, mais il ne veut pas l'assumer en disant qu'il ne sait pas où. Mais c'est faux, il sait très bien là où il a fuité. Pour vous, il a 2 langues, c'est ça? Bon, pas 2 langues, mais c'est qu'il annonce, lui-même, ça dit, il veut juste préparer les gens. Si jamais il est sauté de là, que vous ne soyez pas surpris, parce que je reconnais que c'est de ma faute. Mais au même moment, il veut toujours garder ce poste et essayer de s'améliorer ailleurs, ce qu'il n'a pas les moyens de faire. Il sait qu'il est en grande partie responsable de ce qui se passe. Exactement. Son retour au Paris Saint-Germain n'a rien apporté. C'est lui qui était au départ de ce projet qatari, en faisant venir pour commencer l'Argentin Pastore, après les Ibrahimovic, les Thiago Silva, Beckham est passé par là, les Thiago Motta, Beckham, et après il est parti, il est revenu, mais il n'a pas changé d'habitude, il a répété les mêmes erreurs en ne laissant pas le temps aux techniciens, aux entraîneurs titulaires de pouvoir. Il fout son nez partout. Il fout son nez partout, disant que c'est lui le patron. Donc je pense que les Qataris aussi en ont un peu marre. Comme Joël l'a dit, il est peut-être en train de préparer l'opinion. Peut-être que la saison prochaine, il ne sera plus là. Et selon les dernières nouvelles, puisqu'on est dans l'actualité, le divorce serait imminent entre Mauricio Pochettino, qui a remporté ce titre avec le Paris Saint-Germain, et selon le quotidien Le Parisien, on annoncerait, je le dis bien, on annoncerait une négociation avec Zinedine Zidane. Le Paris Saint-Germain rêve de Zidane, mais ce dernier souhaite remplacer Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après le Mondial 2022. On attend de voir, mais le Paris Saint-Germain, s'il veut se séparer de Mauricio Pochettino, va débourser une 15aine de millions d'euros. Alors, messieurs, on va s'intéresser à Kylian Mbappé, qui a fait une saison, en tout cas, pas des moindres, fantastique. Vous partagez cet avis-là aujourd'hui? Oui, c'est le boss. C'est le boss actuellement, depuis, surtout sur cette saison, il est devenu, on va dire, le maître à jouer, celui-là qui porte le Paris Saint-Germain, au-delà de la présence de Neymar et puis de Messi, qui ne s'est pas bien intégré dans ce championnat. Et on a même parlé d'un retour au Football Club Barcelone.
Kylian Mbappé est aujourd'hui, on va dire, le patron de cette équipe du Paris Saint-Germain. Il a tout donné. Il est le meilleur buteur. Il fait tout pour porter cette équipe. Donc, je pense que c'est un joueur à part, on va dire, qui gagne le 5e titre avec le Paris Saint-Germain. Il est quand même un joueur assez intéressant. Seulement 23 ans. Seulement 23 ans. Donc, je pense qu'il mérite le titre qu'on lui donne aujourd'hui, le patron de cette équipe-là. Comme dirait quelqu'un, c'est une machine à cash. Ce Kylian Mbappé. En tout cas, Marco Verratti, lui, il a remporté 8 titres, tous les 8 titres, les 8 derniers titres du Paris Saint-Germain. Marquinhos en a 7. On rappelle que le Paris Saint-Germain égale désormais l'AS Saint-Etienne au palmarès des titres avec 10 sacres. L'Olympique de Marseille est arrêté pour l'instant à 9. Et Sergio Ramos a joué 5 matchs avec le Paris Saint-Germain. Lionel Messi, lui, il a délivré 13 passes décisives, a marqué seulement 4 petits buts pour la star argentine. On attend de voir les prochaines sorties du Paris Saint-Germain qui a été battu 4 fois cette saison par Rennes, par Nantes, par Monaco et puis par l'OGC Nice. Et messieurs, on aura tout le temps de revenir sur le sacre du Paris Saint-Germain. On va s'arrêter là et on va poursuivre l'aventure, désormais un nouveau majeur. Première Ligue Express News. Et oui, ce serait vraiment express. Arsenal a corrigé Manchester United 3-1 grâce à des réalisations signées Tavares, Bukayo Saka et puis Granit Xhaka. Et puis Liverpool a dominé dans la douleur. Oui, c'était compliqué pour les Reds. 2-0 Everton dans le derby de la Merseyside. Le mano à mano continue entre City et Liverpool. Justement, les Sky Blues ont explosé Watford 5-1 avec un quadruplé et une passe décisive signée Gabriel Jesus. C'est un exploit énorme, en tout cas, de ce joueur qui, mine de rien, en un match, a marqué que plus en 23 matchs durant cette saison. Ouais, c'est quand même incroyable. C'est un joueur intéressant, et même si ces derniers temps, il ne joue plus titulaire. N'est-ce pas? C'est un joueur assez intéressant. On parle d'ailleurs d'un départ sur Arsenal. Oui. Maintenant, ça reste à voir. Donc, c'est un jour heureux pour lui. Il a tout donné dans ce match-là. Exactement. Et voilà, ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Franck, je reste avec vous pour planter un sujet. Cristiano Ronaldo a marqué la dernière fois son 100e but en Première Ligue. Nous rappelons, en Première Ligue, il a déjà fait en Liga. Il a presque fait en Italie. C'est un 100e but historique en 223 matchs. La question que je vous pose, Franck Lunyama, est-ce que Cristiano Ronaldo est toujours dans la liste des meilleurs joueurs du monde? Non, il est toujours dans la liste, rien à dire, parce qu'à 37 ans, lorsque vous regardez ce que produit le monsieur, on sent que c'est un vrai compétiteur. Quelqu'un qui ne lâche rien du tout. Et la dernière fois, face à Norwich d'abord, c'est lui qui a porté l'équipe de Manchester United en marquant 3 buts. On va dire que Cristiano 3, Norwich 2. Donc c'est quelqu'un qui est très fort mentalement. Lorsqu'il ne marque pas, lorsqu'il connaît, on va dire, des périodes difficiles, il est toujours là, il est toujours fort dans la tête. Et la dernière fois, il a donné la réponse. Moi, je pense qu'il fait partie toujours des meilleurs joueurs, surtout à 37 ans, et 100 buts en 223 matchs. De Première Ligue. Il fallait le faire, et partout il est passé, il a pratiquement fait la même chose. En Italie, il a marqué 101 buts. Voilà. Avec toute compétition confondue. Confondue, il faut le préciser, avec la Juve. Donc rien à dire. Il va rester très longtemps dans le palmarès du football, dans le livre d'or du football international. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Je sais que c'est votre joueur. Bon, je ne vous vois pas dire le contraire de Franck Lunyama. Oui. Il reste toujours parmi les meilleurs du monde. Toujours les meilleurs du monde. Hein. Et moi, je vais même ajouter, même si Lionel Messi n'a pas forcément réussi sa saison du côté du Paris Saint-Germain, les deux vont rester éternellement dans ce club, ou bien cette classe de groupe de meilleurs joueurs, de classe incomparable. Classe fermée, hein, presque. Incomparable, parce qu'aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont assis à la même table que les Pelé, les Maradona. D'accord. C'est des même légendes. S'ils sont d'une autre époque. Je vous dis qu'aujourd'hui, même si Ronaldo et Messi arrêtent aujourd'hui de jouer, ils vont rester éternellement dans cet agenda des joueurs de classe surclassés. Des joueurs à part, on va dire. On ne peut même pas les classer. Cristiano Ronaldo, malgré son âge, à voir ce qu'il est en train de faire, je me dis que c'est un monsieur, il me donne toujours raison. Parce que quand je lis son interview dans lequel il disait plutôt que l'âge n'est qu'un chiffre, c'est réel sur le terrain. Moi, je me disais qu'il suffisait qu'il réussissait ce deuxième but face
Arsenal la dernière fois, avec cette malchance de Fernandez, le penalty raté, ça allait changer carrément le cours du match. Parce que il y avait déjà une pression, c'est-à-dire Manchester se retrouvait dans le jeu après ce but. Moi, c'est le seul but émotif que j'ai vu que quelqu'un a marqué dans toute sa carrière. Parce que je n'ai jamais vu Cristiano. C'est-à-dire quand c'est des cris de joie, mais là c'était des larmes de joie. Exactement. C'était exceptionnel ce qu'il a fait la dernière fois. Moi, je m'attendais à cette défaite, ça ne m'a pas surpris du tout. Mais je m'attendais plutôt à un fond de jeu, à quelque chose de déceptionnel d'améliorer de Manchester, mais bon. Surtout du côté de la défense. Et j'ai vu avec Flick. Non, pas Flick, Rangnick plutôt. Vous voulez recruter Flick? Mais bon, il y a déjà Eric Ten Hag. Donc franchement, Ronaldo, c'est un grand joueur. Un champion, un super compétiteur. Manchester, ce n'est pas ça. D'accord. Mais Ronaldo reste toujours Ronaldo et il sera toujours Ronaldo. Dans la caste des super grands compétiteurs et des champions, Cristiano Ronaldo. Voilà qui est dit. Et nous bouclons la page de la Première Ligue. On rappelle que City est toujours leader à 80 points, 79 pour Liverpool, 65 pour Chelsea, Arsenal est 4e, 60 points. Tottenham est scotché à la 5e position. Everton est dans la zone de relégation. Attention, Frank Lampard, votre ami Frank Lampard, il doit tout faire pour sortir de cette zone. Ils ont commencé hier avec Liverpool, mais ça n'a pas marché. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas disputer le ballon avec les Reds. Exactement. Donc ils sont rentrés dans le défi physique, dans la provocation, et puis après ça a marché sur la première mi-temps. Après, il y a l'entrée de Divock Origi et de Luis Diaz qui change le cours du jeu. Origi qui juste place un petit ballon à Salah qui fait la différence avec Andy Robertson. Donc, je pense que la course est lancée jusqu'à la fin. Lorsqu'on regarde un peu les adversaires qui restent à jouer, Leeds, Newcastle, West Ham et puis Aston Villa pour City. Et puis Newcastle, Tottenham, Southampton et Wolverhampton pour Liverpool. Ben, ça promet. Jusqu'au bout, Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah oui, c'est le titre d'une chanson. Jusqu'au bout. Messieurs, merci. Nous continuons notre aventure. Aquí está la Liga Española. La Liga, nous parlons du championnat d'Espagne avec ce gros faux pas encore une fois du Barça. C'est la 3e défaite d'affilée à domicile. La crise est au Barça. Bon, doit-on parler de crise? Cette équipe a frôlé déjà cette crise. Mais elle l'a traversée. Le Barça a perdu contre des équipes à sa portée. Oui. Cadix, par exemple. Quand on dit aujourd'hui... Rayo Vallecano. Moi, c'est triste qu'on dise que Barça a perdu contre des équipes à sa portée. Quand on parle de Barça et des Rayo Vallecano, par exemple, c'est pas ça, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes acabits. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est Barça plutôt qui se réduit au niveau de ses adversaires. Et moi, je me dis, c'est pas normal parce que Barça doit rester, garder son rang et passer sur ses adversaires. Ils sont en train ça, c'est sur le papier, mais dans le jeu, c'est compliqué pour eux. Justement, aujourd'hui, le Barça ne fait plus peur. Personne n'a plus peur du Barça en Espagne aujourd'hui. Il y a des joueurs, même des entraîneurs qui déclarent qu'ils s'en vont pour gagner au camp. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Mais il y a encore quelques années, personne, même le Real n'oserait pas dire ça. Ils vont dire qu'ils vont rivaliser avec le Barça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais parler de crise, je me dis que c'est un peu trop tôt. Le Barça est devenu comme United, par exemple, un club ordinaire. Un club ordinaire comme United. Tu vois là où tu veux en venir. Mais c'est pas le cas. Est-ce qu'il faut parler de crise? Je suis d'accord avec Joël Haï. Je ne pense pas qu'il faille parler de crise. Parce que depuis un moment, le Barça est en reconstruction, on va dire. C'est un club qui revient dans la compétition. Être deuxième aujourd'hui avec un match en retard, c'est bien. Ils ont joué justement ce match-là. Ils ont été battus par Rayo Vallecano. C'est vrai que lorsqu'on prend l'histoire, le nom Barça, cette équipe ne devrait pas perdre face à Cadix, par exemple, face à Rayo Vallecano. Mais nous sommes en football où tout peut arriver. Donc le Barça, souvenez-vous, depuis décembre, n'avait plus perdu. Ça veut dire que le travail mis en place par Xavi est en train de payer, est en train de donner ses fruits. Maintenant, sur un match, il peut y avoir un revers. Et on ne peut pas, à mon avis, parler de crise aujourd'hui. Ce qui fait mal, Franck, c'est que ces 3 revers d'affilée, c'est à domicile. Oui. On nous campe. Oui, on nous campe. Ça peut arriver dans la vie d'un
d'un club. Ce N'est-ce qui est pas? arrivé Ça, c'est il vrai. y a plusieurs mois, c'est plus compliqué, plus difficile que Oui. ce qui arrive aujourd'hui. En Donc, tout cas. n'importe comment, je pense que le Barça va être vice-champion dans ces conditions. Oui. Et je pense que les supporters doivent pouvoir applaudir. En tout cas, vous le dites si bien. Pendant ce temps, le Real se frotte les mains. Le Real n'a pas joué ce week-end parce qu'il y a un match de Ligue des Champions, on en parle tout à l'heure. Et la saison, non plutôt la fin de semaine, si le Real arrive à faire juste un match nul, le Real pourra soulever son 35e trophée de l'histoire de champion d'Espagne. C'est le seul match dont on parle en Liga et nous bouclons rapidement les majeurs. Benvenuto Calcio Italia. La Serie A italienne, le 34e acte, avec 3 résultats importants. Le Milan, c'est qui s'est imposé dans la douleur à l'extérieur face à la Lazio Rome, 2-1. 3 buts pour Empoli, 2 pour le Napoli. C'est incroyable. Le Napoli qui s'est encore sabordé. Et puis l'Inter Milan qui a pris la mesure de José Mourinho et de l'AS Roma, 3-1. Au finish, on retrouve le Milan AC toujours en tête avec 74 points. L'Inter Milan a 72 unités avec un match en moins, en retard. Le Napoli est 3e, 67 points, 63 unités. Pour la Juve, classée 4e. Et puis l'AS Rome de José Mourinho est 5e. Tout est encore possible. Dans ce championnat, il reste encore 4 finales à disputer. Et on se demande si le Milan, mais qui du Milan ou de l'Inter pourra soulever le Scudetto. Je vous vois réagir un mot rapidement. Puis on passe à la Ligue des Champions. Franchement, depuis que je suis cette saison, la Série A, Oui. c'est la meilleure journée que j'ai vue. Ah. C'est la meilleure journée. D'accord, la 34e. Oui, la 34e D'accord. journée, parce que tous les clubs de haut du tableau sont passés par toutes les émotions, toutes les étapes. Tout à fait. Et on a tout vu. On a vu même ceux sur qui on ne comptait plus trop. Oui. C'est eux qui ont beaucoup plus apporté la différence. Je parle de Brozovic du côté de l'Inter. Même de Zlatan, qu'on ne voyait pas du tout avec cette dernière passe à Giroud? Ou non, non, à pas Léao? Giroud. Non, À qui? pas à Léao. Hmm. C'est à Bonassi. Oui, non? Tonali. Tonali. Sandro Voilà, c'est plutôt Tonali. Voilà. Donc, je me dis que, franchement, c'était vraiment palpitant cette journée. Intéressant. Et c'est exceptionnel, franchement. D'accord. C'est la meilleure journée pour moi. Ah, oui, oui. ce match gagné à l'extérieur, à l'usure par le Milan, Ouais. c'était important pour la course au titre. Du caractère. Oui, du caractère, avec l'entrée de Zlatan Ibrahimovic qui fait la passe décisive. C'était important de gagner et Sacré de mettre Zlatan. toujours la pression sur l'Inter, qui a aussi gagné face à la Rome. Exactement. Vous l'avez dit, et cette journée a été vraiment malheureuse pour Napoli. Oui. Empoli a gagné 3-2. Intéressant. Donc c'est plutôt Napoli qui regresse. Et attention à la Juve, il peut se faire dépasser par la Juve. Absolument. On attend de voir justement la fin folle, on pourra dire, de cette Serie A italienne, toujours dans Plateau Foot Européen. Nous abordons tout doucement, on est au niveau du dernier carré de la Ligue européenne des champions. Franck, il y a un match qui nous attend mardi. On nous annonce un choc étoilé entre Manchester City et le Real Madrid. Quel est votre ressenti d'avant-match? Oui, on peut même dire que c'est une finale avant la lettre. Lorsqu'on regarde un peu le palmarès, on va dire un peu des deux clubs sur cette saison. Et ils sont leaders de leur championnat respectif. Et ils ont joué, on va dire, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de technique sur les matchs. Surtout le Real Madrid qui, on croyait s'aborder, mais a toujours réussi à se sortir, à faire la différence et à gagner. Donc, je pense que c'est un match intéressant. C'est un peu compliqué de parier sur celui qui va gagner cette manche aller, mais on va dire que il y a eu 8 matchs entre les deux clubs, 3 victoires de chaque côté et puis 2 matchs nuls, ce qui veut dire que ça va jouer forcément. Et attention à l'efficacité de ces derniers temps, au réalisme de ces derniers temps du Real Madrid. Mais en face, il y a aussi quand même Pep Guardiola qui sait gagner ses grands matchs et qui sait faire la différence. Votre avis sur Pep Guardiola face à Carlo Ancelotti? Oui, je dirais plutôt Pep Guardiola contre le Real Madrid. Parce que Pep Guardiola, c'est un fou des tactiques. C'est un monsieur
que je respecte énormément pour ce qu'il fait dans le football jusqu'à aujourd'hui. Et il annonçait déjà ça, qu'il réfléchit à quoi sortir encore face au Real Madrid, parce qu'il connaît très bien cette équipe, il les a vus jouer, il connaît le réalisme de cette attaque aujourd'hui. Il suffit de bloquer le couloir gauche du Real et l'attaque n'est plus trop nourrie, donc ça veut dire qu'on peut facilement passer. Mais attention, de l'autre côté, De Bruyne est toujours là et pour distiller les bons ballons et surtout aussi participer aux finitions. Donc moi je me dis que ce serait plutôt un match tactiquement disputé et personne ne peut prédire ce qui va se passer aujourd'hui au vu des performances des deux clubs, mais il y a un petit avantage pour moi pour le Real Madrid à ce niveau de compétition, parce que ce club a une certaine aura qui quand ils arrivent à un certain niveau où on les attend pas, ils surprennent tout le monde et ils passent. Ça dit, on ne comprend pas comment cette équipe arrive à faire ça. Et je me dis qu'aujourd'hui, ils ont un petit avantage, mais ce n'est pas toujours gagné d'avance, surtout qu'ils jouent à l'Etihad plutôt Stadium. On va parler de Liverpool-Villarreal rapidement, 30 secondes. Oui, Liverpool-Villarreal, aujourd'hui, on sait que c'est deux jeux différents carrément. Mais attention à Unai Emery qui prend plutôt du plaisir et a maintenant envie de gagner aussi la Ligue des Champions. Il a déjà fait plusieurs fois avec l'Europa League. Mais aujourd'hui, attention à Liverpool, malgré ses stars, il suffit que le système ne fonctionne pas, que Villarreal est capable de mettre du sable dans cette machine, pour ne pas dire dans ce moteur. Liverpool plus que favori face à Villarreal. Sur le papier, oui. Sur le papier, mais il y a match sur le pré. Il y a match sur le gazon. Il va falloir jouer. Il y a 6 ans, les deux clubs se sont rencontrés en Ligue Europa. Il y a 1-0 pour Villarreal aller et puis 3 pour Liverpool au match retour. Ce qui veut dire que psychologiquement, mentalement, les Reds ont un petit avantage. Mais attention, un club qui a pu éliminer la Juve, un club qui a pu éliminer le Bayern de Munich, il faut craindre cette équipe avec la détermination de ses joueurs et Unai Emery qui a envie quand même, au-delà d'avoir gagné plusieurs fois la Ligue Europa, se hisser en finale de cette compétition. Ils en ont les moyens. Actuellement, c'est eux qui se sentent bien dans la tête. Une élimination ne voudra rien dire pour eux, mais attention, ils sont capables d'aller faire quelque chose face à Liverpool, qui reste le grand favori de cette confrontation. Le cliché, il est clair, hein. 2 clubs anglais contre 2 espagnols. Sûrement, soit on aura une finale 100% anglaise ou 100% espagnole, ou anglo-hispanique, si vous voulez. De toutes les façons, on sera tous à mardi, City, Real, mercredi, Liverpool, Villarreal. Dans quelques instants, vous pouvez déjà commencer à nous appeler pour vous intéresser à ces 2 affiches qui nous attendent cette semaine avec notre partenaire Canal+. Demi-finale allée de Ligue Europa, West Ham face à Francfort, Glasgow Rangers se déplace sur la pelouse de Leipzig et puis Marseille joue la demi-finale de allée de la Ligue Europa Conférence. Les Olympiens seront sur la pelouse de Feyenoord Rotterdam. Leicester accueille l'AS Roma. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes là? Bonjour, vous êtes en direct sur Sport FM et sportfmtg.com. Bonjour. Oui, bonjour. C'est JB depuis Tchèquepon. Oui, JB, comment ça va à Tchèquepon? Oui, ça fait longtemps un peu. Non? Oui, ça fait vraiment longtemps. Parce que c'est la mort de mon papa qui m'a... Oh là là, sincère condoléances. Hein? Oui, merci. Beaucoup de courage à vous. Oui. Alors, City, Real, Liverpool, Villarreal. Alors, City, Real, je vois City passer. Ah oui, vous voyez City gagner ce match-là? Ah, je vous dis quelque chose, je connais cet homme. Ah, d'accord. C'est votre ami? C'est M. Guardiola, je le connais. Vous le connaissez, d'accord. Ok, c'est bien noté. JB. Il arrive toujours à gagner ces matchs-là. N'est-ce pas? D'accord. Oui. On verra tout ça. Et Liverpool face à Villarreal. Comme ça, Liverpool, Villarreal, là, il y aura encore du surprise. Hein. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Je dis les sous-marins jaunes, là, ils l'ont fait à minute, là. Ils peuvent faire la même chose à Liverpool. Oui, les sous-marins jaunes. Les sous-marins jaunes, oui, c'est ça leur surnom. C'est leur nom. Mais c'est leur surnom, c'est ça exactement. Oui. Merci JB et bon courage à toi, hein. Bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt. Maintenant, on est ensemble alors. Oui, on est ensemble. Merci beaucoup. À très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, et l'homme le Bavarois? Oui, salut même. Hey, félicitations pour le titre du Bayern. Merci. Vous auriez aimé disputer la demi-finale, mais bon, vous êtes tombé déjà en quart de finale.
Oui, évidemment. Vous voulez vous mouiller? Oui. Tout d'abord, je salue le plateau. Oui, le plateau vous salue. Bon, le titre, ça a été dur. Oui, c'est vrai. Mais moi, je préférais demi-finale en Ligue des Champions. Ah, que le titre. Vous préférez jouer la Ligue des Champions jusqu'au bout et perdre le titre? Je ne dirais pas ça, mais je dirais que ça a été un couac durant cette dernière semaine. Ça fait mal, non? Ça fait très mal parce que en tant que le Bayern, le Bayern éliminé par le Villarreal. Oui. J'ai du mal à entendre ça, quoi. Mais c'est le football aussi. Oui, c'est le football. D'accord. Beaucoup de courage à toi. J'espère que la saison prochaine sera la bonne. Vivement, pourquoi pas? Oui. D'accord. Merci beaucoup, et l'homme le Bavarois. Oui, ok. Dankeschön. On se dit auf Wiedersehen, comme on dit dans votre langue là-bas. Auditeur en ligne, bonjour. Après Bavarois, c'est le catalan. Ah oui, le catalan où il y a la crise là-bas. Non. Il n'y a pas de crise, hein? Pourquoi utiliser ce mot-là? Il y a 3 défaites d'affilée à la maison. Je suis d'accord. Betis Séville, Cadix et puis là, Rayo Vallecano. Est-ce que tu as besoin de rappeler l'adversaire? Moi, je ne suis que journaliste, hein. Je ne fais que rapporter les informations. J'espère que M. Franck entend le à côté. Oui, Faustin, tout va bien? Ça va? Faut te calmer. Mais on va rappeler l'adversaire, s'il te plaît. D'accord, j'ai bien noté. Les Catalans le savent déjà. Et non, excuse-moi, je reste au bataille, s'il te plaît. Ah, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Déjà, la deuxième place. C'est assuré. Ça a assuré la débat. Au moins, si on prenait les 3 points hier, oui. Ça nous donne 3 points d'avantage, mais voilà. On a toujours deuxième, donc c'est pas grave. Mais il faut jouer les prochains matchs à fond, hein, pour ne pas perdre encore. Hein. Non. Parce que Séville peut passer devant le Barça. Faut pas dire ce mot-là. Dis-lui de jouer le prochain match à fond, c'est tout, mais le mot perdre là, c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, Faustin. Merci, à bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît? C'est Papa Athé. Papa Athé, comment vous portez-vous? Très bien. Alors, vous voulez vous mouiller sur quel sujet? Les demi-finales de Ligue des Champions? Oui. Même si l'Athé n'est pas qualifié. Ah, bon. La faute à Manchester City. Parce que le match était à notre portée, mais... Est-ce que le Real va venger l'Atlético? Il peut le faire, mais ça serait difficile. D'accord. Ça serait difficile. Voir Man City. Parce que le Real, ces derniers temps, c'est pas ça. Seulement, ils arrivent à marquer, à lever la tête dans l'eau. Sinon, ce n'est pas ça aussi. Mais Man City, il faut que le Real joue aussi beaucoup. N'est-ce pas? Il peut prendre beaucoup. Liverpool-Villarreal? Moi, je vois une surprise de Villarreal. Encore une fois? Oui. Parce que Liverpool aussi, c'est pas ça. Il suffit de contrôler un peu le milieu, c'est fini. Liverpool est noyé. Ah oui. On attend de voir. Match a lieu mardi et mercredi. Hein. C'est ça. Papa T, merci pour la fidélité d'écoute. Non, pas tout ça. On est ensemble. À très bientôt. Un autre auditeur, Théo, nous fait signe. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angers Poliko. Padez-nous, Padez. Oui, c'est ça. Vous allez bien? Je vais bien comme le boss Franck Mignama. Oui. Bonjour. Il est bien en place, le boss. Alors, Real Madrid en déplacement à City. Ça serait un peu difficile pour nous. Il faut nous dire la vérité. En voir le jeu de City, Pep Guardiola, c'est un nom que je respecte beaucoup. Oui. Mais il serait surpris. Ah, d'accord. Si le Russe est en forme, il serait surpris. C'est qui? Le Russe. On appelle ça Benzema. Ah, c'est lui le Russe. Intéressant. Alors, du coup, à tous nos frères barcelonais, encore à eux, et ça va aller quand même. Hein. Oui. Vaut mieux de passer les filles. Les filles, ça serait mieux pour terminer le championnat. Ah, oui, ils sont en Ligue des Champions aussi, les filles de l'autre côté. Voilà. C'est vrai. Vaut mieux de remplacer les garçons par les filles et terminer le championnat. Oh là là. Là, c'est une grosse pique, hein. Padez-nous, merci beaucoup. Ah oui, on demande aux Barcelonais de remplacer leurs filles par les garçons pour terminer la Liga. Elle est très très bonne cette pique-là. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bonjour l'animateur. Cogito? Non? Non. Tommy? Non. Allez-y. Alors que l'inévitable numéro 7 de Manchester. Ah, ouais, Ouroma Falilou. Ouais. Ah oui, on vous écoute, Ouroma.
Ok, merci beaucoup encore une fois à tout ce que vous faites pour la population togolaise. Merci. Et que Dieu vous donne une longue santé. Amin, pour amin. qu'on puisse vous écouter chaque lundi et chaque vendredi. Merci beaucoup, mon cher ami. Ok, sinon concernant mon Real Madrid, oui. On est champion d'Espagne déjà. Oui, ça c'est clair. Hein? Oui. Et la Ligue des Champions, on va la remporter. Ah, le match face à City, comment ça sera selon toi? Quel qu'en soit l'alpha ou bêta, oui. Le Real sera en finale. D'accord. Et il va remporter ça. D'accord, d'accord. Okay. C'est bien noté, sans commentaire. Sans commentaire. Merci Roma et à très très vite. On va prendre un autre auditeur qui est là. Bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom? Papa Angelo. Angelo. Oui, c'est votre papa. Ah, c'est mon papa, Papa Angelo. Allez-y, nous vous écoutons. Depuis Douma CC. Depuis Douma CC, ça fait plaisir. Allez-y. Ok. Montréal partira. Ah, d'accord. Montréal partira. Vous êtes confiant? Quel que soit ce que va faire votre Guardiola. Ah, non, mais c'est pas notre Guardiola. Il s'appelle Pep Guardiola. Ah, ok. Sinon, moi, Montréal va passer. D'accord, c'est bien consigné. L'autre côté, il y aura toujours une surprise. Hein? Oui, Liverpool-Villarreal. Oui, sûrement que Villarreal va passer. Ah oui, c'est ce que vous ressentez, hein. D'accord, c'est bien noté, Papa Angelo, depuis Douma CC. Merci beaucoup de la fidélité d'écoute. Théo, on prend le dernier. Le dernier, merci Théo, auditeur en ligne, bonjour. Non, c'est moi qui suis le dernier. Tommy, le défenseur géant. Comment tu vas, Tommy? Ça va bien. Ça va bien, n'est-ce pas? J'espère bien, merci. Nous allons bien aussi. C'est Roma qui, avec Mourinho, qui piétine là. Oui. Ça vous inquiète, hein? Il reste encore 4 journées. Oui, il reste encore 4 journées. On va se batailler pour voir si on peut gagner la 4e place. Et oui, mais attention, vous êtes à 5 points de la Juventus, hein? Si. D'accord. Même la Juventus aussi, c'est pas la grande forme. Oui, c'est vrai. Mais bon. C'est vrai. On verra bien. Tout peut arriver, n'est-ce pas? C'est mieux. On verra. D'accord. C'est pour Guardiola et les choses là. Carlo Ancelotti. On connaît. Il peut être victime de sa propre stratégie. Donc, d'accord. Oui. Donc le Real va gagner ce match-là à l'aller. Bon, ce qui est sûr, le Real va passer. Ah, d'accord, on a noté ça. Liverpool-Villarreal pour terminer? Non, Villarreal continue ça lancé. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Tommy. À très bientôt. Ah oui, merci à JB de Tchekpo et l'homme le Bavarois, Faustin, Papa Até, Oroma Falilou, Papa Angelo qui nous a appelés. Merci à toutes et à tous. Franck, on va dire bonjour à quelques personnes chères à nous. Je voudrais souhaiter une excellente semaine à Nadia, à Junior, à Christelle, à Carlos. Et puis une excellente semaine aussi à Esther Kamatari. Merci beaucoup Franck Nounyama, Joël Aïe. Oui, un grand bonjour à Alain depuis Davier qui nous suit et qui t'envoie aussi une salutation. Salut Alain. Ahmed Coach. Oui. Et surtout, je vais juste interpeller la population togolaise d'être vraiment prudent dans la circulation. C'est important. Il y a trop d'accidents. D'accord. Il y a trop d'accidents. Le message, il est passé. Allons-y, mollo. Doni, comme on dit en Bambara. Et ça va vraiment sauver des vies. Merci, messieurs, d'être passés. Merci. Mille gratitudes à Théo Ajavon et puis à mon cher Elom Adovon. On se donne rendez-vous vendredi avec la même flamme de vous servir pour parler de tout ce qui concerne le foot européen sur Sport FM et sportfmtg.com. Coucou spécial à Yvette Clousset et puis à Elinio Dorkenou. On se dit à très très bientôt. Ciao.